Bonjour à tous. Donc, bienvenue. On va vous parler un petit peu d'empreinte carbone et de tout ce qui touche à la planète. Donc, on va essayer de ne pas faire de greenwashing, mais d'arriver avec des choses concrètes. Donc, on va commencer par une petite. C'est bon? Non? Bon. Ok. Du coup, on va commencer par une phrase assez choc qui a été sortie en 2022 au World Economic Forum. Donc le World Economic Forum, c'est une organisation non gouvernementale qui réunit la plupart des PDG des grands groupes du monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'échec dans la lutte contre le changement climatique, si on n'arrivait pas à le faire, c'était le plus gros risque pour la planète dans les années à venir. Donc, je m'appelle Guillaume Lambert, je suis responsable de la partie cloud chez BetClick et je suis accompagné de Sébastien qui est architecte cloud. Donc, quels sont les chiffres essentiels du changement climatique aujourd'hui? Donc, la première chose, c'est que depuis 1990, on a une hausse de 50% des émissions de gaz à effet de serre. On a également quelque chose d'assez important, c'est que depuis 2022, la température moyenne mondiale a augmenté de 1,15 degré par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à 1880-1890. Également, chose qui est communiquée, c'est le fameux jour du dépassement qui a été en 2023 le 3 août. En fait, on consomme bien plus que ce que la planète peut nous offrir. Donc là, c'est 1,75 fois. Et si on ne fait rien, ça sera en 2030 deux fois ce que on va consommer deux fois ce que la planète peut nous donner. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que le gaz à effet de serre? Donc, le gaz à effet de serre, c'est le soleil. Donc, il y a le soleil qui chauffe. Et au final, il y a le CO2 et tout ça là qui va absorber la chaleur pour, au final, qu'il fasse bon sur notre planète. Donc, ça, c'est la plupart est généré naturellement donc par les arbres, par les choses comme ça. Mais le problème dans tout ça, c'est que nous, humains, on en génère beaucoup, 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 donc avec nos transports, les industries, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? C'est en fait mesurer l'impact de ces émissions de gaz à effet de serre sur l'activité liée à l'environnement. Donc sur ça, quelque chose d'important, il y en a 10% de cette empreinte carbone qui est naturelle, donc les arbres, etc., etc. Et ensuite, on voit que, par exemple, les entreprises de l'énergie qui eux émettent 41%, ce qui est, je vais pas dire normal, mais c'est eux qui consomment le plus parce que ils vont récupérer de l'énergie fossile, la brûler, et du coup, ça va générer une empreinte carbone assez importante. Donc, quelles sont les solutions à ça? Donc, la première qui a été apportée en 2015, il y a eu l'accord de Paris, donc c'est 195 pays qui ont signé un accord dans lequel ils disent qu'on doit limiter l'augmentation de la température bien en dessous de 2 degrés et de préférence à 1,5 degré. Donc c'est-à-dire que si on va au-dessus de 2 degrés, ce qu'ils disent c'est qu'on va avoir des cyclones, des graves problèmes pour la nature qui seront potentiellement irrémédiables. Donc avec ça, il y a eu une proposition qui s'appelle la loi carbone qui, en fait, sur chaque décennie, donc chaque 10 ans, on va devoir diviser par deux notre empreinte carbone. Donc là, le prochain palier, c'est en 2030 où on devrait déjà diviser, etc. jusqu'à arriver à 2050 à ce qu'on appelle du négatif carbone, c'est-à-dire que l'énergie carbone que l'on va émettre dans l'atmosphère sera absorbée par la nature. Donc en fait, on va émettre moins d'émissions carbone avec l'absorption de la nature. Donc en fait, on va être vraiment négatif en émissions carbone. Donc, comment le mesurer? Donc sur ça, en fait, il y a trois normes. Donc l'ISO, la méthode ADEME, qui est une méthode française, et enfin le protocole GES, GIG protocole en anglais. Donc
c'est sur celui-là qui est le plus utilisé aujourd'hui à l'international. Il a été créé en 2001 et en fait il se base sur des catégories, donc des scopes, qui sont le scope 1 qui va être tout ce qui sont les émissions directes pour une entreprise, donc tout ce qui va servir une entreprise de produire. Le scope 2 qui va être les émissions indirectes uniquement liées à l'énergie. Et enfin le scope 3 qui va être tout le reste, toutes les autres émissions indirectes. Et je rajoute le scope 4. Pourquoi? Parce que le scope 4, il est en débat aujourd'hui. En fait, les entreprises veulent que le scope 4 arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui, par leur activité, évitent des émissions. Évitent des émissions. Donc, je vais prendre un exemple qui est potentiellement back market. Back market, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent quelque chose d'usagé, c'est-à-dire qu'ils vont participer, on va le voir après, à de l'économie circulaire. Donc, au final, eux, en effet, ils ont une empreinte carbone, mais leur activité permet d'éviter de l'empreinte carbone. Donc, c'est ça le scope 4 qui devrait arriver. Enfin, tout le monde pense que ça va arriver. Pour l'instant, ça y est pas, donc on va pas trop en parler aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un exemple des scopes. Donc le scope 1 ça va être tout ce qui est pour la production indirecte, le scope 2 tout ce qui est énergie, et le scope 3 donc ils vont être nos déplacements, qui vont être tout ce qui va être utilisé en amont de la production pour l'entreprise, et derrière en l'aval, donc qui va être jusqu'à aller le transport pour aller livrer, etc., etc. Donc les émissions par industrie. Donc ça c'est la répartition entre les différents scopes par secteur d'activité. Donc voilà, l'énergie, ils ont beaucoup de scope 1 parce que c'est là eux ils vont récupérer l'énergie fossile pour la brûler, et du coup ça c'est du scope 1. Et ensuite il y a les entreprises du service, donc ils travaillent dans l'IT, dans les banques, des choses comme ça, qui eux ont essentiellement du scope 3, c'est-à-dire de l'énergie indirecte. Donc nous chez BetClick, on fait partie de IT et software. Également, comment on peut améliorer cette empreinte carbone? Donc il y a quelque chose d'assez important, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc là, il y a beaucoup à gagner, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est 91% en économie linéaire, et du coup, on a quasiment 91% de progrès à faire. Donc qu'est-ce que c'est que l'économie linéaire? C'est qu'on va ramasser des ressources sur la planète, on va fabriquer avec ça, on va utiliser, et derrière, on va jeter, c'est-à-dire que mon portable il est en fin de vie, je le jette. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est passer à quelque chose de circulaire. Donc on va récupérer le moins possible de ressources à la planète. On va fabriquer, on va utiliser. Si possible, on va réutiliser. Une fois qu'on a réutilisé, on va recycler. Donc si vous prenez rien que vos smartphones, il y a énormément de métaux précieux à l'intérieur. Donc le but de recycler, c'est aller réextraire ces métaux-là pour refabriquer à partir de ces métaux-là. Bon, voilà, là j'ai pas parlé informatique, du coup je vais en parler un petit peu dans l'IT. Donc quelques chiffres clés. Donc déjà, il y a 1 à 2% de l'énergie mondiale, aujourd'hui c'est consommé par les data centers. Avec l'IA qui arrive, la Gen AI, tout ça, on serait même sur une pente vers les 8% en 2030. Également, c'est 70% de l'énergie provient de l'énergie fossile. Donc ça aussi c'est un gros axe d'amélioration, c'est-à-dire nos data centers et tout ça, 70% dans le monde c'est de l'énergie fossile et pas du nucléaire qui n'est pas fossile par exemple, ou quelque chose qui de l'énergie recyclable, genre des éoliennes, etc. etc. 12% de l'énergie mondiale c'est consommé provient de l'IT. Donc voilà, c'est 12%, c'est un chiffre assez énorme. Et l'autre c'est 3 à 4% de l'empreinte carbone mondiale provient de l'IT. Donc ici, on est supérieur, par exemple, au domaine de l'aéronautique. Et enfin, l'autre, qui est pour le Bitcoin. Donc, Bitcoin, le faire de miner des Bitcoins, aujourd'hui, c'est 0,5% de l'énergie mondiale. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, qu'est-ce que c'est que le Green IT? Donc, le Green IT, ça va nous permettre de tout ce qui va être réduire la consommation énergétique, réduire également les déchets électroniques, et également utiliser des matériaux durables. Donc ça c'est un modèle très important, c'est le modèle de référence du Green IT. Donc il y a 3 choses. La première c'est tout ce qui est responsabilité du fournisseur de service. Donc fournisseur de service
en France, c'est fournisseurs de services publics qui va être EDF, GDF, etc. etc. Donc eux, ben, ils vont récupérer de l'énergie de plein d'endroits différents et ils vont faire un réseau électrique pour nous la donner. Derrière, il y a la responsabilité de notre data center, enfin du provider data center ou de notre cloud provider. Donc lui, il va être en charge de trouver les bons terrains dans la bonne localisation, trouver les bâtiments, la connectivité, tout ce qui est tech, et également tout ce qui est énergie, eau, etc. etc. Ce que j'ai mis en orange, ça va dépendre en fait si on est en mode hébergement, c'est-à-dire si on est en mode hosting, ou si c'est nous qui faisons tout nous-mêmes. Donc ça va dépendre, des fois ça va être responsabilité du cloud provider, enfin du data center ou du cloud provider, des fois ça va être responsabilité de l'entreprise. Donc là ça va être tout ce qui est serveur, le stockage, les bases de données et la sécurité. Et enfin, nous dans une entreprise, on est responsable de tout ce qui est en rouge. Donc ça va être la gestion, le déploiement, l'utilisation des machines et le choix des machines, le scaling, et également toute la partie data, architecture, conception et efficacité du code, ainsi également du matériel informatique, donc tout ce qui est gestion des postes de travail, etc. et du recyclage de tout ça. Et tout en haut, ça va être la partie formation aussi des employés, la gouvernance basée sur ça, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va pas parler de tout, on va parler de ce que j'ai fait là, c'est-à-dire la partie responsabilité du data center et du cloud provider, et certains aspects de la partie responsabilité de l'entreprise. Donc rapidement sur ce slide, on va pas aller dans le détail, mais à gauche, on a tout ce qui est on-prem, c'est-à-dire nos propres data centers. Vers la droite, la partie publique, on a tout ce qui est cloud provider. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est suivant, plus on est sur des solutions SaaS, PaaS, des choses comme ça, mais plus la responsabilité de nous, entreprises, on la délègue à quelqu'un, et plus, soit si on a nos propres data centers, ou si on a des data centers partagés, au final, notre responsabilité en termes d'empreinte carbone, elle est essentiellement chez nous. Donc, sur ça, quand on met application et data, donc sur quelque chose de SaaS, en final, on est quand même responsable de la conception concernant la data, la conception applicative, le scaling, ainsi que la partie stockage des données et bien sûr notre code, c'est nous qui codons, donc l'efficacité de notre code. Donc, quels seraient les impacts d'un passage du on-prem vers le cloud? Donc, il y a deux éléments. Donc, il y a eu une enquête, enfin, il y a eu une étude de Microsoft qui dit que le passage du on-prem vers le cloud nous ferait gagner de 98% sur notre empreinte carbone. Donc, je dis bien empreinte carbone correspondante, ce qui veut dire que on va pas toucher au transport et des choses comme ça. C'est-à-dire rien que sur la partie on-premise, on migre vers le cloud, c'est cette partie où d'après Microsoft, on gagnera 98%. Il y a une autre étude faite par Accenture qui dit que ça serait plus entre 75 et 98%. Donc j'ai mis le schéma de leur étude et au final on voit que l'élément essentiel c'est la partie calcul et compute où on gagnerait entre 35 et 45%. Donc là, notre but maintenant c'est de nous savoir si on est aligné avec Microsoft ou pas. Donc on a décidé chez BetClick d'aller calculer tout ça. Donc petit historique, BetClick en 2019 c'était 2 data centers à Paris. BetClick fin 2024, donc on est en cours de finaliser tout ça. On sera 100% cloud avec 50% sur AWS et 50% sur Azure. Donc si je reprends le schéma de là, on va passer du data center partagé vers une plateforme as a service parce que dans le cloud, on va utiliser principalement des services managés, c'est-à-dire que des services que notre cloud provider va gérer pour nous sur plein d'aspects. Donc, focusons-nous un petit peu sur la partie AWS. Donc, AWS, donc, nous on a choisi d'aller en Irlande, qui est en fait l'une des seules régions neutres en carbone en Europe. Bon, il y en a 4 chez AWS, mais aujourd'hui l'Irlande en fait partie. AWS il s'engage également à être 100% énergie renouvelable sur l'ensemble de leur data center en 2025. Également, il s'engage à être neutre en carbone en 2040. Donc le neutre en carbone, ça veut dire que entre ce qu'ils vont
émettre et ce qu'ils vont consommer, on est à zéro. Enfin, AWS, ils ont donc, le Well Architected Framework, donc un ensemble de bonnes pratiques basées sur 6 piliers. Et depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ils ont inclus un des piliers qui s'appelle la sustainability, donc le développement durable. Donc au final, quand on va respecter ces Well Architected Framework, eh bien, on aura l'aspect de développement durable. Et enfin, sur la partie scope et protocole GHG que j'ai présenté plus haut, donc là, ils sont moins bons, c'est-à-dire qu'ils nous communiquent uniquement les scopes 1 et 2 et pas du tout le scope 3. Donc ça, en fait, c'est assez important, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'appuyer sur les chiffres d'AWS pour faire nos calculs, donc c'est ça qu'on va voir après. Chez Azure, c'est depuis 2012, ils sont déjà neutres en carbone. 2025, ça sera 100% d'énergie renouvelable, pareil qu'AWS. 2030, ils s'engagent à être carbone négatif, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Également excédentaire en eau, c'est-à-dire que la consommation d'eau qu'ils vont faire par leur data center sera inférieure à ce qu'ils récupèrent, donc soit en récupérant l'eau des pluies, soit en faisant d'autres choses comme eau. Et enfin, ils s'engagent à être dès 2030 zéro déchet. En 2050, ils vont bien plus loin, c'est qu'ils s'engagent à effacer l'ensemble de leur émission carbone depuis le début de l'entreprise, depuis leur création de l'entreprise. C'est-à-dire en 2050, ils s'engagent à, depuis je ne sais pas combien de temps ça existe Microsoft, mais depuis le début, à être neutre carbone. Côté calculette carbone, donc ils sont meilleurs que leurs concurrents. Donc le scope 1, 2 et 3 est communiqué et c'est mis à jour mensuellement. Mais en fait, il y a des choses qu'ils ont exclues de leur scope 3 notamment le transport. Donc c'est pareil, en fait c'est pas ISO entre les différents cloud providers, donc on peut pas forcément encore se baser dessus pour faire nos calculs. Donc, nous, pour faire nos calculs, on a utilisé un outil qui s'appelle Boavista. En fait, Boavista, c'est une association française qui, son but, c'est d'aider les organisations à évaluer, piloter et réduire l'impact environnemental du numérique. Et ça, de manière simple, rapide et fiable. Voilà, donc, j'ai mis un petit QR code si vous voulez aller voir leur site. Et l'ensemble de nos calculs, on a vraiment utiliser les outils Boavista, et notamment deux qui sont l'API de Boavista et l'autre qui est le DataVis de Boavista. Donc, on arrive sur le Move to Cloud, sans rien changer ici. On est arrivé déjà à une première amélioration, c'est qu'on a sorti 50% de nos machines. Pourquoi? Parce qu'on était sur 2 data centers pour être, s'il y avait un sinistre, pour pouvoir repartir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'avec un data center, on doit tenir l'ensemble de notre trafic. Les 2 data centers, c'est s'il y a un problème, genre un incendie, il faut qu'on reparte tous sur le data center. Donc rien qu'avec ça, en faisant le move to cloud, on a sorti 50% de nos machines. L'autre chose, c'est que quand on achète des data centers, on s'engage entre 3 et 5 ans, on va dire. Ce qui veut dire que nous, on va le voir un petit peu après, où Sébastien parlera de ça, on est sur un secteur d'activité déjà en croissance, et de deux, on dépend fortement des compétitions, notamment les Coupes du Monde de foot. Donc aujourd'hui, c'est compliqué que j'aille m'engager sur la volumétrie que j'aurai dans 4 ans, voire même dans 5 ans. Du coup, on a du surprovisionnement, et au final, on a estimé ce surprovisionnement sur nos data centers à 15%. Et enfin, le Move to Cloud nous permet de sortir pas mal d'équipements, notamment tout ce qui est réseau, donc tout ce qui est routeur, switch, etc. On n'en a pas besoin parce que ça ne sera plus notre responsabilité, ça sera la responsabilité du cloud provider. Ce qui veut dire qu'avec tout ça, on économise déjà 70% sur notre empreinte carbone. Donc on a calculé du 410,5 tonnes de CO2 équivalent, et là on passerait à 124,4 tonnes de CO2 équivalent. Ensuite, on va parler de tout ce qui est architecture et application. Donc, sur ça, nous, on a décidé de ne pas faire du lift and shift, c'est-à-dire récupérer ce qu'on avait sur notre on-premise et de le migrer tel quel sur le cloud. On est parti sur une réarchitecture complète.
Donc déjà avec ça, on va passer d'un scaling vertical à un scaling horizontal. Également, on était, on va dire, sur un monolithe distribué. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais on est parti complètement en architecture microservice. Et également en architecture serverless. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc serverless ne veut pas dire sans serveur, mais ça veut dire qu'on va utiliser des services managés qui vont gérer pour nous la partie OS, la partie plus ou moins scaling, enfin ils vont nous aider à faire tout ça pour en fait fournir essentiellement le code et la partie sécurité. Et également, on a fait une grosse modernisation de nos langages de programmation. Donc on avait des vieilles choses qui traînaient. Donc on avait du VB, .NET, des choses comme ça, où on est reparti sur des langages, les dernières versions, notamment en .NET ou en Kotlin. Donc sur ça, on est parti d'un constat, c'est qu'en faisant ça, on a pu supprimer des applications pas utilisées. Donc ça, on l'estime à 5% d'applications pas utilisées qu'on a supprimées. Ensuite, on a fait des applications bien plus performantes. Pourquoi? Parce que déjà, Betclic, ça aura 20 ans l'année prochaine. Donc, on a aussi pas mal de legacy. Donc, on a pu supprimer du code mort à 100%. On a, comme je l'ai dit juste avant, modernisé nos langages de programmation. Également, sur le cloud, on profite de processeurs bien plus modernes. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, on respecte les bonnes pratiques de nos cloud providers. Donc, AWS avec le AWS Well Architected Framework. Et pareil sur Azure, qui est Azure Well Architected Framework. Donc ça, on estime un gain à 20% en faisant ça. Et ensuite, on va, grâce à l'architecture serverless et l'architecture cloud native et le FAST, qui est Function as a Service, on est également parti, on a estimé ça à 5% de gain en plus. Donc pourquoi? C'est potentiellement, on a certaines API qui sont utilisées quelques fois dans une journée. Donc on va dire, elles sont utilisées 5 fois dans une journée. Quand on était sur le data center, on n'avait pas d'autre choix que de faire allumer une machine en permanence qui pour 5 calls dans la journée. Donc on l'a mutualisé bien entendu, mais il y avait quand même en virtual machine ou avec du Docker, quand même une empreinte mémoire dédiée à cette machine. Avec du function as service, donc AWS Lambda pour AWS par exemple, quand on a 5 calls dans la journée, ben on va juste l'appeler 5 minutes, c'est-à-dire elle va se réveiller, faire le call API et s'éteindre. Donc, avec ça, qui est l'architecture application, enfin, en faisant vraiment une réarchitecture, on a fait un gain de 30% sur une réduction de 30% de notre empreinte carbone. Allez, à moi la télécommande. Du coup, moi je vais continuer. Donc là, on a parlé architecture à application. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu plus. On va rester dans la responsabilité de l'entreprise, comme on l'a dit. Mais cette fois, on va vraiment rentrer dans la gestion du cloud, tout ce qui est le déploiement et aussi et surtout la partie scaling. Autre. On n'est pas dans le bon sens là. Ah, c'est en bas, d'accord. Maintenant j'ai compris. Bon, avant toute chose, je vais quand même vous parler un peu de l'univers de Betclic, c'est quand même important. Chez Betclic, on a 4 univers différents. Le tout premier, ça va être l'univers du casino, donc le casino qui est à disposition de nos clients portugais. Ensuite, on va avoir, et je pense que vous nous connaissez beaucoup ici, l'univers du pari sportif. Le pari sportif qui est ouvert à tout le monde. Et pour finir, on va avoir la partie poker et la partie pari hippique, ou plus communément appelé le turf, qui est ici, cette fois, à disposition que de nos clients français. Donc vraiment, c'est les 4 univers aujourd'hui qui définissent Betclic. C'est quand même important de le savoir, vous allez le voir, parce que maintenant, je vais vous amener dans une journée entre guillemets typique, qui n'est pas forcément typique, vous allez voir. Ça va peut-être réveiller des traumas pour certains, mais je vais vous ramener sur la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Désolé pour ceux que ça fait encore mal, mais à Betclic, c'est une journée super cool. Donc on a 3 graphiques différents ici. On va voir le graphique sur les différents types de connexions. Celui-là, il est assez intéressant. Vous allez voir que on a le premier pipe que j'ai encadré ici en rouge, qui correspond aux 2 premiers buts argentins. On peut voir que ça réveille 2 ou 3 personnes sur la plateforme, ils viennent se connecter, peut-être qu'ils ont gagné des paris, peut-être qu'ils en ont perdu. Dans les cas, ils viennent se connecter sur l'application. Super. On voit un deuxième pic ici, qui correspond à l'égalisation de M. Mbappé. M. Mbappé, il a marqué 2 buts très rapidement, c'est pour ça qu'on n'a qu'un pic ici. Mais du coup, on a énormément de personnes qui commencent à arriver sur l'application, parce que regain de confiance, etc., tout se passe bien, donc nous, on a du monde qui arrive. Monsieur l'arbitre,
siffle la fin du match, et là, gigapic de connexion, tout le monde vient sur l'application parce que forcément on est à 2-2, tout se passe super bien, génial, les gens veulent voir s'ils ont peut-être gagné ou perdu leur pari, tout le monde arrive. Donc tout le monde arrive dans une porte qui doit être ouverte pour tout le monde, vous vous doutez, c'est pas à ce moment-là qu'on doit dire « Ah bah attendez, c'est pas le moment de se connecter ». Derrière, le dernier truc que j'ai mis, ce sont les buts argentins et français, donc le 3-3, on voit que c'est encore des pics de connexion, vous vous en doutez. Sur les placements de paris et de dépôt, c'est un peu différent. En fait, on se rend compte qu'au niveau des placements de paris, avant le début du match, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir et placer leurs paris, forcément. On a des gens qui connaissent, qui vont dire « Allez, je vais aller placer mes paris avant que le match commence ». Pour placer des paris, vous vous en doutez, il faut de l'argent, donc on va avoir des dépôts en conséquence. Et vous pouvez remarquer qu'on a aussi des pics qui correspondent assez souvent, donc fin du match forcément sur cette topologie de match, quand on est à la fin du temps réglementaire et qu'il y a prolongation, l'espoir de la France revient, etc. On va avoir des placements de paris, on va gagner la Coupe du Monde exceptionnelle. Les dépôts paris, il faut de l'argent pour parier. Et sur les derniers, en fin du temps réglementaire, les tirs au but, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai mis journée typique à Betclic. C'est une journée typique exceptionnelle, vous vous en doutez, mais ça dépend forcément du match. Tous les matchs, ils vont pas ressembler à ça, parce que dans tous les matchs, on n'a pas 3-3, on n'a pas Mbappé et Messi qui jouent et qui marquent. Donc c'est vraiment des topologies qui sont totalement différentes, et ça, il faut le savoir. Je me suis encore trompé. Donc quand je dis trafic très hétérogène, je vous ai parlé tout à l'heure de la porte d'entrée qui devait être grande ouverte. Les gens qui se connectent, à la fin du temps réglementaire, en général, ça se passe en moins d'une seconde, et en moins d'une seconde, on reçoit toute une flambée de gens qui arrivent, et nous, il faut qu'on puisse leur répondre. Donc c'est vraiment un trafic, ici, on ne peut pas prédire vraiment quand est-ce qu'ils vont se connecter, il faut qu'on soit prêt. Donc, vous allez me dire, oui, mais les cloud providers, ils nous permettent d'avoir de l'autoscaling, des choses comme ça. En fait, pour notre trafic à nous, ça ne correspond pas, c'est pas assez rapide finalement. On a vraiment quelque chose qui est très très rapide et pas prédictible. Ça marche pas super bien. L'autoscaling, c'est cool, par contre, il faut se baser en général sur plusieurs points. Si vous vous basez que sur un seul point, finalement, on va se rendre compte qu'on va faire le yo-yo. Alors, par exemple, le CPU il monte, ok, je scale, le CPU descend, ok, là, et au final, ça va faire des yo-yo comme ça. Donc, se baser sur 2 points au minimum, c'est bien. En général, ça correspond à 10 minutes. Vous imaginez que si en 1 seconde, on a des dizaines de milliers de clients qui se connectent et qu'on attend 10 minutes pour faire scale l'applicatif derrière, on va avoir un petit souci de porte. Ils ne vont pas tous passer. Donc, au final, on s'est rendu compte à Betclic que on va devoir développer notre propre calendrier de scaling, notre propre solution là-dessus pour pouvoir répondre à nos besoins. À Betclic, on adore les couleurs. Donc on s'est basé sur un système de couleurs pour définir l'activité dans la journée. Donc on va avoir l'activité exceptionnelle, donc ça correspond par exemple au match que je vous ai présenté tout à l'heure, une finale de Coupe du Monde, une finale de Champions League avec Paris qui joue. Voilà, vous voyez à peu près la topologie du match. Ensuite on va avoir une couleur rouge, où là c'est activité élevée. Des gros matchs de Ligue 1, des gros matchs de Première Ligue, des matchs qui s'enchaînent. Exemple le week-end, on va avoir des matchs assez longs, je vous montrerai après. Couleur orange, donc là l'activité elle est plus moyenne, on a 2 ou 3 matchs qui se passent, mais pas grand chose, c'est pas très entre guillemets grave. Donc là on va avoir la couleur orange. Et finalement, quand même, on a une couleur verte. Cette couleur verte, on est cool, il n'y a pas grand chose sur l'applicatif, on n'a pas besoin d'avoir des machines surdimensionnées pour que ça passe, aucun souci. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, notre calendrier de scaling, on s'est vraiment basé sur ça, on s'est basé sur ces couleurs, et important aussi, à chaque couleur, on a voulu associer un test de charge. Ça c'est quelque chose qui est super important et qui nous tient à cœur à Betclic. Tous ces comportements-là, on veut les tester. On ne veut pas arriver le jour de la finale de la Coupe du Monde et on va se dire, bon, on va le tester notre calendrier de scaling, c'est le moment, tiens. Non, on l'a testé en amont. Donc voilà, je vous ramène un peu sur, donc là c'est une journée typique un peu plus normale, entre guillemets, on n'est pas en finale de la Coupe du Monde. Exemple, allez, avant-hier soir, Paris qui joue, quart de finale de la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu important. Bon, entre 6h du matin et 6h le soir, on va rester en couleur verte, il n'y a pas grand monde qui se connecte, on est très bien. Par contre, à partir de 18h et ce jusqu'à minuit, on va passer sur ce qu'on appelle la couleur rouge, et on va dire là, les gars, il faut scale l'application, on va avoir du monde qui va se connecter, qui va commencer à placer des paris, etc. Donc les applicatifs vont avoir besoin de scaler. À partir de minuit, et ce jusqu'à 6h du matin, derrière, on repasse en vert, il n'y a plus grand monde sur l'application, les gens dorment, les sportifs aussi, donc tout est cool. Prenons maintenant la topologie typique d'un week-end, donc là on est le samedi ou le dimanche. Entre 6h et midi, pas trop de soucis, en général c'est la grasse mat. Par contre, à partir de midi et ce jusqu'à minuit,
on va commencer à faire scaler, et cette fois on scale beaucoup plus tôt, parce qu'on va avoir par exemple des matchs de Première Ligue qui vont commencer beaucoup plus tôt que des matchs de Ligue 1, et surtout ça va s'étaler sur toute la journée en fait, de midi jusqu'à minuit, on va avoir des matchs, on va avoir des gens qui se connectent, qui veulent placer des paris, etc. Donc là on va avoir besoin de scaler plus tôt. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans l'architecture. Donc ça c'est vraiment une architecture générique, on est même cloud agnostique à ce moment-là. À BetClick, on a voulu se baser sur des fichiers de configuration qui sont stockés dans GitHub, qui vont définir notre calendrier de scaling. Donc on va y mettre justement notre calendrier et les couleurs associées. On va pousser notre fichier dedans, qui va trigger une pipeline de CI/CD. Cette pipeline de CI/CD, tout simplement, elle va aller mettre ces données qu'on a mis dans nos fichiers de configuration dans une base de données grâce à du Terraform. On a choisi d'utiliser Terraform à BetClick. Et dans un second temps, on va avoir ce qu'on appelle un orchestrateur, donc du compute, qui va venir lire ce qu'on a mis justement dans cette fameuse base de données pour pouvoir de son côté orchestrer et faire en sorte que ce qu'on a défini dans notre configuration soit ISO notre infrastructure au moment donné. Donc si à 18 h on a dit qu'on doit être en couleur rouge, la couleur rouge correspond à 120 CPU, c'est un exemple, et bien on est sûr qu'à ce moment-là, il se passera ça. Si on descend un peu plus dans le technique, donc maintenant on va sortir du monde agnostique, on va passer sur AWS par exemple. Donc ici c'est notre architecture qu'on a mis en place pour faire scaler justement nos services sur ECS. Donc en base de données, qu'est-ce qu'on a utilisé? Tout simplement on s'est dit bon on va utiliser Parameter Store, ça marche très bien. On pousse notre fichier de configuration dans notre GitHub, ça trigger notre pipeline de CI/CD, tout le monde est content. On va avoir notre Terraform qui rajoute dans notre Parameter Store notre calendrier de scaling avec les couleurs. Une fois que c'est fait, cette pipeline de CI/CD elle va invoquer une lambda. Cette lambda elle va aller regarder un peu ce qui se passe dans le Parameter Store, elle va la regarder justement quand est-ce qu'il faut faire scale nos applicatifs, et elle va utiliser un autre service AWS qui s'appelle AWS Application Autoscaling. À l'intérieur de ce service, ce que va faire cette lambda, elle va insérer des règles, et en fait dans ces règles elle va dire ok, à 18 h, vendredi, il faut que tu passes en couleur rouge. Alors vous vous doutez qu'Application Autoscaling, la couleur rouge, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, dedans, on va lui dire à quel CPU et mémoire il faut faire scale ses conteneurs. Et du coup, très intelligemment, ce service, à 18 h, il va trigger la rule, il va dire à vos tâches Fargate, il va dire allez, là tu scales, c'est parti, et tu scales jusqu'à telle heure. Et du coup, à minuit, fin de la couleur, on passe en vert, on va voir l'inverse qui va se passer. On va du coup downscaler. Donc ça c'est cool. Ça marche super bien avec ECS. On a voulu faire la même chose avec les bases de données, vous vous en doutez. Côté BetClick, on a voulu utiliser MongoDB Atlas. La spécificité de MongoDB Atlas, c'est qu'il n'est pas déployé dans notre compte AWS. Du coup, AWS Application Autoscaling, ça marche pas. Du coup, on a dû trouver autre chose. Encore une fois, fichier de configuration. Donc ça, on commence à être habitué. La lambda derrière, très bien. Sauf que cette fois, on va créer des règles dans un service qui s'appelle EventBridge et on va lui dire ok, là à 18 h, il faut que tu appelles une step function. Cette step function, quant à elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller discuter avec mon cluster MongoDB pour lui dire ah tiens, à 18 h on passe en couleur rouge, c'est telle taille de cluster, tu scales s'il te plaît. Donc là on va me dire ok, EventBridge step function, mais pourquoi t'as pas fait EventBridge lambda directement? Parce qu'on a des lambda à l'intérieur. En fait, le souci avec MongoDB Atlas dans notre cas, c'est quand ça scale, ça peut prendre un peu de temps. Et quand je dis un peu de temps, la lambda elle est bridée à 15 minutes, ça peut mettre jusqu'à 1 à 2 heures, juste comme ça. Donc la lambda elle va être un peu fatiguée au bout d'un moment. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça dans une step function workflow qui va aller faire des retries et vraiment vérifier quand est-ce que notre cluster a scalé pour être sûr que tout se passe bien. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait scale nos bases de données. Donc, grâce à ça, on en arrive quand même à avoir quelques gains sur... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est nos services de production, l'entièreté ne dépend pas du trafic qu'on va recevoir. Forcément, vous vous en doutez, il y a des choses qui sont là, qui sont immuables. C'est pas parce qu'on a 100 000 clients qui sont sur la plateforme que ça va scale. Les trucs de configuration, par exemple, ça ne scale pas, ça n'a pas d'utilité. Donc, on s'est rendu compte que 80% de nos services de production, aujourd'hui, ils étaient vraiment influencés par le nombre de clients qu'on avait sur la plateforme. Combiné à ça, vous mettez que finalement, il y a quand même des moments où les sportifs y dorment, il n'y a pas des matchs tout le temps, donc la fameuse couleur verte, c'est 70% du temps à BetClick,
Le orange, c'est 2,5% du temps. Le rouge, ça arrive un peu plus souvent, on en est à 24% du temps. Et le noir, on en est rendu à 3,5% du temps. Vous combinez tout ça, on est arrivé à trouver qu'on a eu une réduction de 60% sur l'ensemble de nos services de production qui dépendent du trafic. On additionne les deux, on arrive à une réduction ici de 48% sur notre empreinte carbone de production. Et maintenant, nous y voici, on a 34% de réduction globale sur notre empreinte carbone. Donc là, c'est en optimisant vraiment la partie production. Ça devrait faire sonner 2 ou 3 cloches ici. Il n'y a pas que la production. Pardon. Et les environnements de staging, parce que forcément, la production, on s'est quand même rendu compte que c'était une grosse partie de notre empreinte carbone chez Betclic. On a 70% de l'empreinte carbone qui émane de la production. Oui, mais il y a quand même 30% qui part des environnements de staging. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller optimiser aussi cette chose-là. 60% du temps, en France, on ne travaille pas. Enfin, logiquement, la nuit, vous dormez. Le week-end, vous bossez pas, à part pour certains. Et à Betclic, on est à peu près tous sur le même fuseau horaire qu'est le fuseau horaire français. Donc, ces 60% du temps-là, en fait, les environnements de staging, ils peuvent être éteints. Alors, cool, on peut éteindre 100% de nos environnements de staging. Pas vraiment. À Betclic, on s'est rendu compte que éteindre 100% de l'infrastructure en staging, c'était pas possible. On avait besoin d'avoir une base de 10% qui restait allumée tout le temps. Celle-là, elle ne peut pas être éteinte. Donc, on va quand même pouvoir éteindre 90%, ce qui reste assez énorme. Et quand on dit énorme, finalement, ça se traduit en 12% de réduction de l'empreinte carbone globale, juste en éteignant nos environnements de staging. Donc c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Voilà, du coup, sur ça, je veux juste faire un petit aparté entre la FinOps et la GreenOps. Donc, on dit souvent, si tes coûts sont optimisés, donc si niveau financier t'es bon, t'es forcément green. C'est pas forcément vrai, enfin c'est vrai et pas vrai, donc on va le voir, mais ici en fait, par exemple, la GreenOps, ça va dépendre, la première chose, de la localisation. Voilà. Alors que le prix, pas vraiment, on prend les prix des cloud providers entre les différentes régions, ils sont à peu près identiques, on va dire, mais en termes de GreenOps, il y a une énorme différence. C'est-à-dire que je prends la région française, les data centers français, donc la France, on est parmi les meilleurs mondiaux. Pourquoi? Parce que la plupart de notre énergie vient du nucléaire, qui est green. La Suède, les pays du Nord sont également très très bons. Donc voilà. Mais certaines localisations et régions dans le monde sont par contre très mauvais. Donc l'Inde par exemple, qui font que de l'empreinte avec du charbon. L'Irlande n'est pas très très bon dans les faits, donc c'est pour ça, nous dans les cloud providers, ils ont refait leur énergie pour que ça soit meilleur, mais si on prend un data center hors cloud provider en Irlande, c'est pas très très bon, c'est même, je pense, l'un des pires d'Europe. Du coup, rien que ça, la localisation, la région que l'on choisit, ça c'est du green ops, c'est absolument pas du FinOps, c'est-à-dire que sur la finance, ça va rien changer. L'autre chose, c'est pour la FinOps, en final, il y a des choses qui s'appellent les saving plans. Donc les saving plans, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le cloud, c'est le fait que l'on va acheter, on va s'engager sur 1 an jusqu'à 3 ans sur des machines. Donc on sait que il y a toujours 50 machines allumées, du coup on va se dire ok, pendant les 3 prochaines années, je m'engage sur 50 machines, du coup ils vont nous réduire considérablement les coûts. Pareil pour les instances réservées qui marchent un peu de la même manière. Et au final, ça, c'est pas du tout du green ops. Pourquoi? Parce que c'est le cap en staging, c'est-à-dire que nous, on a des saving plans. Au final, que mes machines soient allumées ou éteintes en stage, ça va rien changer à mon coût par mois, pour la simple et bonne raison que je les ai déjà payés, parce que les 30% de stage, on l'a déjà considéré dans nos saving plans. Donc c'est ça la différence. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Par contre, la somme des deux, donc qui vont être ce qu'on a vu, c'est-à-dire la bonne utilisation des clusters, donc des serveurs clusters à la bonne taille, des serveurs à la bonne taille, la suppression des instances inutilisées, la partie scaling que l'on a vu également. Donc ça, ce monde des deux, mais au final, c'est du green et c'est du FinOps, c'est-à-dire que ça va vraiment nous réduire les coûts. Donc, comme il y a marqué, c'est 2 fois plus de valeur parce qu'à la fois on sera green et en plus, on va économiser de l'argent.
Pour conclure, donc, si on récupère tout ce que l'on a fait, arrive avec une réduction de 70% juste en faisant un move to cloud, donc sans rien faire à côté, c'est 70%. Derrière, on a vu qu'on avait un gain de 30% en plus en faisant de la réarchitecture, donc réarchitecture plus moderniser nos langages de programmation. Ensuite, en mettant en place un calendrier de scaling et faisant attention à notre scaling, on arrive à une 34% de réduction en plus. Et enfin, en stoppant nos environnements le soir et le week-end sur la partie stage, c'est également 12% de réduction carbone en moins. Donc, au final, sur notre on-premise, on avait une empreinte carbone de 410 tonnes de CO2 équivalent. Et en faisant tout ça et en faisant ce passage au cloud, on est passé à 47 tonnes de CO2 équivalent. Et cela représente une réduction sur l'empreinte carbone entre l'on-prem et le cloud de 89%. Donc on n'est pas aux 98% annoncés par Microsoft, mais on est quand même sur une bonne économie sur notre réduction d'empreinte carbone. Donc voilà, pour conclure, je voudrais dire que il n'y a pas de petite économie sur l'empreinte carbone aujourd'hui, hein, c'est à tout le monde de faire attention. Donc voilà, ça passe par éteindre nos machines sur la stage, ça passe par faire attention au CPU, ça passe quand on code à essayer de coder le plus efficacement possible pour aller faire des calls API uniquement nécessaires. Et au final, c'est si tout le monde fait ça et que tous les développeurs et l'infra fait ça, au final, on va vraiment arriver à ce que j'ai émis au début et notamment passer bien en dessous des 1,5 degrés de température moyenne mondiale. Et voilà pour nous. Si vous avez des questions, avec plaisir. Il y a un micro peut-être qui arrive. Je la répéterai alors. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a une équipe dédiée qui va s'occuper de ça ou est-ce que c'est nous? Donc, au final, c'est plus nous. Donc, on a une équipe, hein, Sébastien, on travaille dans mon équipe qui est la partie centre d'excellence cloud. Et au final, c'est nous qui faisons ça. Donc, voilà, et les outils qu'on a utilisés, c'est vraiment Boa Vista aujourd'hui, qui est une association. Donc, moi, personnellement, j'en parle, mais je suis membre de cette association. J'essaye de contribuer également pour eux. Donc, voilà. Mais c'est vraiment des outils qui nous ont aidés. Voilà, après, chose que je n'ai pas dit parce que je pourrais en parler des heures, c'est des approximations pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, sur le data center, c'est assez fiable ce que j'ai fait parce que je sais exactement les matériels que l'on a, les CPU, les nombres de serveurs, etc., etc., ce que je vais sortir. Sur les cloud providers, c'est pas tout à fait vrai. Donc en fait, Boa Vista, donc AWS, travaille avec Boa Vista, par exemple, qui nous fournissent du scope 1, scope 2, scope 3. Azure, ils sont pas avec Boa Vista, mais en fait, c'est de l'estimation. Et l'important dans l'estimation, c'est qu'on estime toujours pareil avec les mêmes critères. Donc voilà, quand je mets 47 tonnes, c'est peut-être pas 47 tonnes. Peut-être que je suis un peu moins, peut-être que je suis plus, un peu plus. Mais dans la fourchette, en fait, on est à ça. Et dans la fourchette, on est vraiment à 89% de réduction. Oui. Je vois que votre système fonctionne beaucoup sur de la prédiction. Si vous ratez vos prédictions, comment ça se passe? Vous avez un peu d'auto-scaling quand même derrière pour... On a forcément de l'auto-scaling. On en a en plus, c'est obligatoire. C'est-à-dire si le CPU va le faire. Mais du coup, après, si ça rate vraiment, on a des mécanismes d'urgence où on sait faire un scale now en noir, par exemple. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, si on a oublié, ça arrive. Hein. C'est arrivé. Hein. Je prends un exemple. Demain, on a un test de rupture qui a été communiqué aux équipes. On est assez sûr qu'il y a des équipes qui ont oublié la communication, donc on va commencer le test de rupture et il y a des services qui vont s'écrouler.
Donc sur ça, pour aller vite, on a un petit bouton qui s'appelle Scale Now dans une couleur. On lui donne la couleur, on lui donne pas 50 un chiffre au hasard. On met la couleur pour dire ok, on a oublié, Scale. Et sur ça, on travaille pour quelque chose, pour le faire vraiment avec de la data. Donc c'est des projets en cours, mais c'est assez compliqué. Voilà, parce que les données ne sont pas que chez nous. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'équipe qui joue, du calendrier sportif, de plein de choses. Donc c'est un sujet assez ambitieux. Et je pense que niveau temps, on est bon. Oui, bon, on peut prendre une dernière question peut-être. Je me posais la question, pourquoi vous n'avez pas choisi Infomaniac plutôt que AWS? Sachant qu'ils ont un serveur, ils ont un data center qui est éprouvé au niveau impact environnemental. Ils utilisent la chaleur pour alimenter l'immeuble qui est juste au-dessus en termes de chaleur. Je me demandais en fait si vous aviez fait le... Sur le choix du cloud provider, en fait, là je parle partie Green IT, mais c'est pas notre seule problématique. Hein. Donc voilà, c'est un choix beaucoup plus compliqué, mais on peut en parler juste après si vous voulez.